Bonjour à tous, nouvelle interview Stratéping. Aujourd'hui, je reçois Christophe Legout. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Donc, tu es tout jeune retraité du tennis de table de haut niveau. Alors, j'ai quand même noté ton palmarès qui m'a impressionné quand on fait le bilan. Vice-champion du monde par équipe en 1997, en accrochant la Chine en finale. Les Chinois, encore invincibles, restent les maîtres du monde. Mais les Français sont leurs dauphins, événement historique. Champion d'Europe en 1996. 94. 94, où tu bats Eric Lin dans le match décisif. C'est bien joué de la part. Vice-champion d'Europe en 1996. 3 participations aux Jeux Olympiques, Atlanta 96, Sydney 2000, tu es quart de finaliste avec Damien Eloi en double. Tu perds contre les futurs vainqueurs. Ouais. Et en 2008, tu te qualifies pour les Jeux de Pékin. Voilà. Ensuite, tu es 3 fois champion de France, en 2005, 2010 et 2011. Et tu es 10 fois champion de France en double, à noter, donc avec 4 partenaires différents, donc 5 fois, les 5 dernières avec Michel Martinez. C'est ça. Donc ma première question est toute simple, comment vas-tu et qu'est-ce que tu fais depuis l'arrêt de ta carrière en juin de l'année dernière? Alors je vais plutôt très bien, même si j'ai un petit souci physique là que je vais régler prochainement. J'ai joué mon dernier match le 6 juin dernier. Et depuis le 1er juillet, je suis manager de Butterfly pour la France. Donc c'est-à-dire que je chapeaute un peu voilà, cette grosse machine Butterfly, qui est la marque numéro 1 de tennis de table au monde, qui est une marque japonaise avec une antenne en Allemagne, qui gère plutôt la partie européenne. Et donc moi je suis détaché sur la France pour chapeauter les 3 magasins de Dauphin à Valence, Friendship à Paris et Cap Sport à Tours, plus notre magasin sur internet, et puis les joueurs sous contrat, les clubs sous contrat, enfin voilà. Ça me permet de rester dans le ping, de continuer à vivre avec les gens avec lesquels j'ai vécu pendant 30 ans, de continuer à partager ma passion, de vivre de ma passion, donc c'est que du bonheur. Ok. Alors comme tu sais, Stratéping, c'est un site qui est dédié à l'entraînement et à la progression en tennis de table. Donc j'ai voulu orienter cette interview sur les 4 aspects de la progression qui sont un peu les piliers du tennis de table, le mental, le physique, la technique et la tactique. Donc ma première question, parmi ces 4 aspects, quels sont pour toi les plus importants pour réussir? Sans hésitation, en 1, le mental. D'accord. Au tennis de table, je dirais pas forcément le physique, même si moi, pour mon jeu, ça a été relativement important. Mais bon, on n'est pas sur du marathon, ou voilà, donc ça a une place importante suivant les joueurs. Je dirais que la tactique aussi, finalement, avec un peu plus importante que le physique, mais ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui imposent leur jeu. C'était le cas de Jean-Philippe Gatien, qui n'avait pas forcément besoin d'être trop tacticien par rapport à d'autres, peut-être. C'était un peu mon cas aussi. C'est vrai que j'ai rarement finalement parlé beaucoup de tactique, voilà. Et puis, ouais, je pense que c'est vraiment le mental pour moi qui prédomine. Ouais. D'accord, le mental pour l'entraînement ou pour la compétition? En fait, les deux, on oppose souvent. Comment dire, on dit souvent qu'un joueur a du talent, ça veut dire qu'il a une bonne main, ça veut dire qu'il tripote bien la balle, mais il y a aussi du talent dans le fait d'être capable de s'entraîner longtemps, dur, d'être dur au mal, et souvent on oppose ces deux choses-là, et moi je pense qu'elles sont vraiment, ouais, elles peuvent être complémentaires. Et moi, le talent que j'avais, c'était de pouvoir m'entraîner longtemps, d'en baver, j'aimais ça, et donc avec ce mental, ouais, on peut compenser beaucoup de choses. Je te propose d'aller maintenant directement dans une salle de sport pour évoquer le mental et le physique. Et voilà, Christophe, nous voilà dans une salle de sport qui ressemble un petit peu à ce que tu avais à l'INSEP. Tu me dis que c'était 20 fois plus grand à l'INSEP, mais il y a quelques appareils sympas. Je remercie d'ailleurs le club Coach Wellness Sport de la Ville aux Dames, à côté de Tours, de nous recevoir pour cette petite interview. Est-ce que tu te souviens de tes débuts au tennis de table? Est-ce que tu étais nerveux? Est-ce que tu étais calme à tes tout débuts?
Hyper nerveux. Alors, je suis resté longtemps très nerveux à l'entraînement, jusqu'à Talence, donc jusqu'en centre de haut niveau. J'avais 15 ans, 16 ans, jusqu'à 17 ans même. Souvent, ma raquette traversait la salle à la fin des entraînements, mais je me suis jamais vraiment énervé en match. Par contre, en match, quand j'étais gamin, je pleurais souvent à la fin des matchs. D'accord. Et c'est un copain à moi avec qui j'ai commencé le ping, Yannaël Carto, sur la Côte d'Azur, qui, quand on a eu des enfants tous les deux, m'a dit « Mais tu sais, si ton gamin il pleure aussi, c'est sans doute qu'il se rend compte de l'importance que ça a en fait pour lui, les matchs et tout ça. » Et donc, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas si anormal que ça de pleurer, et puis que c'était même peut-être des fois plutôt bon signe. Et puis de toute façon, quand on regarde les adultes, il n'y en a plus un qui pleure, donc à un moment, c'est juste que ça s'arrête. Moi, je pense que le bon discours à avoir, c'est de dire je veux voir une amélioration. On ne peut pas dire je veux plus jamais que ça arrive, sinon je te sors du terrain, je te sors de jeu. C'est de dire voilà, t'es comme ça, il faut essayer de travailler, il faut essayer qu'on voit des améliorations, de faire attention. Et toi, donc au cours de ta carrière, comment tu as travaillé cet aspect mental? Est-ce que tu as une préparation mentale, des préparateurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement? Non, alors j'ai travaillé une fois avec un préparateur mental. En fait, c'est quand je suis parti vivre en Allemagne en 2001 et que ça s'est super mal passé. Et là, j'ai fait le choix d'aller en voir un qui m'a donné des billes pour retrouver ce plaisir. Et en même temps, ça te donne aussi plein d'autres informations qui sont difficiles à traiter quand on est dans une période où on va pas bien. Donc, c'était pas si simple que ça finalement. Et en fait, j'ai eu rapidement une étiquette collée à la peau sur le joueur qui sait bien gérer ses fins de match, voilà, un peu comme Gatien à l'époque, on m'appelait le petit Gatien et tout. Donc finalement, on se rend compte que quand on est un peu encensé par les entraîneurs, quand on nous colle plutôt cette étiquette-là plutôt que celle du loser, et finalement ça nous met en confiance. Et j'ai pas ressenti ce besoin en fait de faire appel à quelqu'un par rapport à ça. D'accord. Quelles étaient tes forces mentales à côté de l'image qu'on te donnait de winner, de finisseur de match? Est-ce que dans le calme, dans la concentration, est-ce que tu avais quelque chose de particulier? Alors il y avait le calme en match, ça c'est vrai, et puis il y avait aussi cette force de caractère, mais surtout je me rassurais dans le travail, c'est-à-dire que je savais que quand je m'étais bien entraîné, ça pouvait m'arriver de passer à côté d'un match, d'avoir mal collé ma raquette à l'époque, ou alors d'être moins bon, mais en tout cas je voulais pas avoir de regrets, c'est-à-dire que je finissais le match en me disant j'ai tout fait ce qu'il fallait en amont, si aujourd'hui je joue pas bien, ça arrive à tout le monde, et puis ça ira mieux demain. Mais ça me rassurait, et je me souviens même des moments cruciaux dans les matchs où j'arrivais en fin de set et je me disais mais non, t'as tout fait pour être là, donc il y a plus de chances que ça se passe bien quand même, voilà. D'accord, donc beaucoup de confiance. En fait. Ouais. Mais de la confiance trouvée dans l'entraînement, c'est-à-dire que quand tout à l'heure tu me posais la question sur pour toi le mental, est-ce que c'est le plus important ou pas dans tes étapes? Pour moi c'est le plus important dans la vie, c'est-à-dire que c'est aussi essayer de positiver en permanence. Je vais te dire une bêtise, mais voilà, quand moi je pars dans Paris avec ma voiture, je suis toujours persuadé que je vais trouver une place juste à côté. Dire c'est vraiment essayer de positiver toutes les situations en se disant plutôt l'autre il a de la chance. Je vais plutôt me dire il a de la chance, mais en même temps le score il est quand même serré alors que l'autre a de la chance, donc quand il va moins en avoir, je vais prendre le dessus. Voilà, c'est plutôt ça. C'est ta nature personnelle qui a transparu dans le ping, ou c'est le ping qui t'aide maintenant dans la vie personnelle, qui t'a fait positiver? Un peu les deux, c'est-à-dire qu'au début je pense que c'est ma nature parce que j'ai été éduqué comme ça. Ma mère qui m'a toujours appris à dire toujours oui avant de dire non, de dire oui on va trouver une solution. D'accord. Donc voilà, et aujourd'hui je pense qu'effectivement c'est le ping, puisque ça a été une grosse partie de ma vie qui transparaît dans ma vie de tous les jours, où savoir gérer la pression, savoir gérer les difficultés, savoir pas s'énerver même quand il y a des petites galères ou quoi. Donc, Une question qui revient, c'est est-ce que Christophe, avant chaque compétition, il se préparait mentalement avant une journée de compétition? Est-ce que tu te mettais dans une bulle pendant un quart d'heure pour penser à la journée, à chaque compétition, ou en fait, non? J'avais un rituel à chaque fois que j'arrivais dans une salle. Ça, c'est mon père qui me l'avait appris, et pourtant il n'était pas du tout sportif, mais il avait remarqué, je pense que c'était important. J'essayais de me trouver un coin à moi, en fait, où je savais que je pourrais m'isoler quand je le voudrais. Ça, je le faisais pas tout le temps, mais je savais que si je ressentais le besoin, je pouvais y aller. Ça pouvait être un vestiaire, ça pouvait être un couloir, ça pouvait être un endroit reculé d'une salle, ça pouvait être des fois dehors quand je trouvais rien. Et donc, petit à petit, j'ai eu ce rituel. Alors,
je dis vraiment rituel et pas superstition parce que pour moi c'est pas de la superstition. C'est-à-dire que quand j'allais aux toilettes avant un match, je pouvais aller dans n'importe quelle toilette, le 1, le 2, le 3, même si j'avais gagné le match la veille, je pouvais aller dans l'autre toilette le lendemain. Mais par contre le rituel était toujours le même et ça avait un côté rassurant, mais c'est surtout que c'était ma façon de bien aborder le match et encore une fois de me rassurer dans ce travail en me disant j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait mon rituel, je me suis bien préparé et donc maintenant une fois dans l'aire de jeu on verra bien ce qui se passera, mais en tout cas en amont j'aurai pas de regrets. Comment tu expliques le peu de place qu'occupe le travail de préparation mentale dans le ping actuel, alors que, d'ailleurs tu l'as dit, tu dis c'est le pilier du tennis de table, et on peut remarquer que dans les clubs, même à haut niveau, je sais qu'il y a peu de préparation mentale finalement. Alors, je pense parce que déjà ça fait un peu peur, ça rentre de plus en plus dans les mœurs de dire et les gens ont plus peur de dire je vois un coach mental ou je me fais aider, ou, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou 15 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se rendent compte que ça marche avec d'autres sportifs, avec peut-être des joueurs de tennis, des boxeurs, des athlètes et donc pourquoi pas des pongistes. Après moi je fais bien le distinguo entre il y a la préparation mentale, mais pour moi préparation mentale ça ne veut pas forcément dire coach mental. C'est-à-dire que moi si mon coach tous les jours il me dit dis donc je t'ai vu jouer, tu joues de mieux en mieux et tout, ça c'est de la préparation mentale pour moi. C'est de la mise en confiance du joueur et tout, et ça pour moi c'est au moins aussi important que la préparation mentale proprement dite. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont adhérer ou alors il va falloir trouver la bonne personne. Par contre, le coach qui, tous les jours, vient vous dire « Dis donc, je t'ai vu jouer, tu fais des progrès ». Derrière, les parents qui disent « Dis donc, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu jouer, chapeau, hein, et puis tu t'investis, voilà ». Tout ça, je pense que c'est tellement important pour le joueur de se sentir bien, de se sentir valorisé. J'avais remarqué un truc, moi. Aujourd'hui, je suis manager de Butterfly pour la France. Les joueurs ont dans leur contrat des jours à donner à la marque pour représenter la marque. Et moi, j'avais remarqué un truc quand j'étais joueur. À chaque fois que je faisais une action pour un club, alors c'est vrai que le jour où ça tombe et on se dit à main, je vais louper ma séance d'entraînement pour aller dans un club jouer avec des gamins, et on est sportif de haut niveau, on préfère s'entraîner. Voilà. Mais sauf que j'avais remarqué que finalement, notre ego en prenait un coup, c'est-à-dire qu'on était mis en valeur, on nous disait qu'est-ce qu'on est content de vous avoir et tout ça. Et en fait, cette demi-journée d'entraînement entre guillemets perdue, en fait, ça faisait gagner des matchs après parce qu'on se sentait bien, on sentait qu'on était important pour notre sport et tout. Et c'est pour ça que moi, je veux le remettre vraiment à l'honneur avec nos joueurs aujourd'hui et de leur dire non, je pense que c'est important aussi pour vous. Des fois, je pense qu'on a eu la discussion là, il y a très récemment avec un coach de l'INSEP. Je pense que très souvent, une demi-séance d'entraînement ou une séance d'entraînement peut être compensée par autre chose qui peut apporter au moins autant aux joueurs de haut niveau. D'accord. Au cours de ta carrière, est-ce que tu pourrais me citer 3 joueurs au niveau mondial français qui, au niveau mental, t'ont vraiment impressionné? Ceux qui t'ont impressionné le plus? Alors, je vais en donner un. Je pense auquel tout le monde pense, c'est Jean-Philippe Gatien. Parce que c'est vrai, il avait cette faculté de bien gérer ses émotions, de gagner souvent en fin de set. Ça a été la référence pour beaucoup d'entre nous et je pense que moi j'ai eu la chance d'être souvent comparé à lui et je pense que quand je disais d'être valorisé, ça aussi c'est valorisant d'être mis sur parfois un pied d'égalité ou en tout cas ses ressemblances par rapport à Philou. Après je dirais aussi, et ça va en surprendre plus d'un, Damien Eloi. Alors, il avait plutôt cette image de quelqu'un qui était plutôt instable en match et tout, mais il avait une faculté énorme, c'est-à-dire il pouvait chougner pendant les matchs et 2 points après faire un tour sur lui-même et jouer comme si de rien n'était. Et donc ça, c'est une sacrée faculté aussi, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé en compète, qu'ils viennent me retrouver au fond d'un vestiaire en me disant « Mais Chris, t'as perdu, tu vas pas, ça sert à rien de pleurer, maintenant viens, on va boire un coup ensemble, on va discuter et tout ». Et lui, il avait cette faculté de... Alors, c'était, j'ai envie de dire, sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire que parfois il s'énervait trop vite et en même temps il arrivait à oublier, ce qui lui permettait de rebondir. Et puis après, comme autre joueur, je dirais Jean-Michel Sèvres. Parce que c'est un joueur qui a joué à Tours, mais c'est qu'il avait une telle volonté, une telle abnégation, un tel mental, c'est-à-dire que mental vraiment dans le sens je suis capable de m'en mettre beaucoup dans la gueule à l'entraînement et tout. Moi, j'ai un de mes premiers stages quand j'étais jeune avec l'équipe de France senior, il était là, c'était à Metz, il faisait des séances de panier avec un coach chinois, on n'en revenait pas, on disait mais quand est-ce qu'il va s'arrêter, c'est pas possible. Et puis il est devenu numéro 1 mondial en années 94-95 et c'est vrai que ça a été aussi un exemple par rapport à ça.
D'accord. Et donc, dans ton classement, dans ton top 3, pas de joueurs chinois? Non, parce que je les connais pas assez en fait. D'accord. Et puis, je pense qu'ils sont tellement forts techniquement que finalement, le mental ne prend pas le dessus. D'accord. Et on a même, nous, tendance à dire que, à l'époque, hein, quand ils dominaient pas autant que dans les années 90, quand c'était plutôt Wellner, Filou, Roscoff qui dominaient, personne, Sev, que c'était plutôt des joueurs qui avaient tendance à avoir peur dans les moments importants. Aujourd'hui, ils ont une telle avance technique, bon, ils n'ont pas besoin d'avoir peur, quoi. D'accord. Alors Christophe, je te propose d'évoquer maintenant l'aspect physique du tennis de table. Ça me fait bien. Donc à tes débuts, quel était ton niveau physique par rapport aux joueurs de ton âge? Je sais que tu as fait du karaté avant de faire du tennis de table. Est-ce que tu étais au-dessus ou au même niveau? Je sais pas trop parce qu'en fait, le karaté m'a apporté de la rigueur, de la souplesse, mais quand on commence le ping, il n'y a pas vraiment cette notion de physique qui rentre en jeu. D'ailleurs, on le voit, les gamins qui commencent à jouer à l'école, c'est pas un sport physique au début, le tennis de table. C'est pas une activité physique. Le sport est physique, mais l'activité au début, quand on joue au ping-pong, c'est pas hyper physique. Donc, je dirais équivalent aux autres. Après, ce qui est sûr, c'est que je courais très très vite et longtemps. Et par contre, je me suis vraiment transformé quand je suis parti à Talence en centre de haut niveau. Je suis parti à Talence, j'avais 15 ans. Je faisais 1m65 et 45 kg, donc j'étais une crevette. Et en un an, j'ai pris 8 cm et 19 kg. Donc je me suis vraiment transformé physiquement. Et donc, en plus, j'avais du plaisir en fait à travailler, à courir, à m'entraîner physiquement et tout. Et donc, moi, j'ai aimé ça vraiment aussi de me voir me transformer physiquement malgré tout, quoi. Alors, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine? Est-ce que finalement, il doit travailler son physique à la table ou est-ce qu'il faut qu'il fasse une activité à côté pour développer ses qualités et plutôt faire de la technique à la table? En fait, je pense que quand on s'entraîne 3 fois par semaine, on a encore du temps à côté, c'est-à-dire qu'on a du temps pour jouer aux jeux vidéo, on a du temps pour regarder la télé, on a du temps pour faire ses devoirs, finalement on en a du temps. Et donc je pense que c'est important de continuer à faire d'autres activités, c'est-à-dire partir en vacances si on peut aller skier, nager, voilà, jouer au foot avec ses copains, je pense que c'est important. Ce qui se passe comme problème, c'est que quand on devient vraiment spécialiste du ping, c'est-à-dire qu'on joue tous les jours, 2 fois par jour, on sollicite toujours les mêmes muscles. Et là, dès qu'on fait quelque chose de différent, on risque de se blesser en fait. Parce qu'on le voit simplement, même si on joue au ping et qu'on joue sur attaque tout le temps et qu'on va jouer un défenseur, on va avoir le triceps en feu. Si on joue au squash, on va avoir les fessiers en feu. Alors que limite, si on est moins spécialisé, on n'aura pas ces mêmes soucis. Et donc, quand on commence à jouer beaucoup, là, je pense qu'il faut prendre conscience que on développe notre physique vraiment autour du ping. Et là, il vaut mieux faire une préparation physique adaptée vraiment autour du ping, par exemple au panier de balle. D'accord. Est-ce que le physique, ça a été un axe d'entraînement prioritaire chez toi ou c'était à l'égal des autres aspects du tennis de table? Alors, c'était pas à l'égal des autres aspects, puisque bien sûr, je jouais plus à la table que je faisais de physique. Mais par contre, c'était bien supérieur aux autres joueurs. D'une part, parce que j'aimais ça, donc j'ai envie de dire, j'avais pas forcément on m'attribuait un certain mérite à bosser physiquement, mais en fait j'aimais ça, donc c'est comme le gamin qui aime les maths, s'il fait 10 exos de maths par jour, il n'a pas de mérite, il aime ça. Donc par contre, j'ai vite ressenti le besoin d'en faire pour me sentir bien au bout de la table, c'est-à-dire que quand j'étais bon physiquement, je savais que j'avais pas peur de pivoter, j'avais pas peur de me faire écarter dans le plein coup droit, donc ça veut dire que j'étais moins faible, moins fort côté revers, donc je délaissais un peu plus mon revers et ça me permettait de jouer quand même. Et quand j'étais moins bien physiquement, en fait j'étais obligé de rester un peu en revers et c'est là que je me suis vite rendu compte que ça allait pas, donc il fallait que je sois fort physiquement pour pouvoir m'en sortir. C'était adapté à ton jeu, d'avoir un gros physique. Qu'est-ce que tu penses d'un joueur qui n'est pas très fort physiquement? Est-ce qu'il peut espérer aller à haut niveau? On a des cas, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais je vois Karakasevic par exemple, qui était dans les 50 mondiaux. On ne peut pas dire que ce soit un monstre physique. Non. Et donc est-ce que ça reste, avec l'évolution du sport, avec les nouvelles balles et tout, est-ce qu'il reste de la place pour les joueurs moins physiques? De moins en moins, mais j'ai envie de dire tant mieux, c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien aussi de montrer que le tennis de table, c'est un vrai sport. C'est vrai que l'image de Karakasevic, qui est un copain, quand on le voit fumer dans les vestiaires avant son match, tousser au bout de la table et faire demi-finale au championnat d'Europe, on se dit c'est un peu triste. Mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure,
le joueur qui est vraiment pas bon mentalement ou vraiment pas bon techniquement, ben, il y a quand même la place de temps en temps pour un être exceptionnel. Ouais. Et lui, en fait, il était nul physiquement, mais il a mis le curseur tellement haut en termes de main, ce qu'il fait en remise de service, ce qu'il fait en revers, c'est tellement exceptionnel qu'il arrive à compenser jusqu'à un certain niveau. Je veux dire, voilà, il a été 50, peut-être 40 mondiales, demi-finaliste des Europes, mais il peut pas aller plus haut. Enfin, D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des qualités que tu as travaillées particulièrement pour le tennis de table? Tu as mis l'accent sur certaines choses, je sais pas, la souplesse, la tonicité. Est-ce que tu faisais quelque chose de polyvalent ou à un moment tu as ciblé certains aspects physiques? En fin de carrière, en fait, j'ai essayé d'être beaucoup plus qualitatif que quantitatif. En fait, pendant longtemps, j'en ai bouffé beaucoup et je me rassurais là-dedans en me disant plus je fais d'heures, voilà, plus j'ai de chances d'y arriver. Et puis après, avec l'arrivée des enfants, il se trouve qu'on a moins de temps pour soi, pour son sport. Et donc, j'ai commencé à faire des compromis. Et quand on fait des compromis, on n'est plus dans le haut niveau, on est dans du maintien de niveau. Mais j'ai réussi à maintenir mon niveau longtemps grâce à ça, en travaillant plus efficacement, au panier de balle, avec un entraîneur particulier qui était disponible que pour moi en début d'après-midi, où voilà, on réfléchissait ensemble à ce qui était important pour mon jeu. Le jeu avait évolué, on a parlé de cette remise du revers, voilà, pour moi qui est la plus grande révolution dans le tennis de table moderne. Et donc j'ai essayé de m'adapter tant bien que mal à ces évolutions en fin de carrière. D'accord. Comment tu gérais la fatigue en fait musculaire et est-ce que tu as été confronté à des blessures? Alors blessure par la fatigue, jamais. Je me suis blessé, j'ai opération du genou, mais à cause d'une chute au ski. D'accord. À l'époque, on faisait des stages d'oxygénation et on était en stage de ping et je me suis blessé. Voilà. Ouais. Je me suis blessé à l'épaule en faisant un plongeon en plein match de ping sur une balle qui a touché le filet. D'accord. J'ai voulu, voilà. La hanche, c'est un peu lié au ping et puis à la course à pied. Donc des tendinites et tout ça, jamais, mais parce que j'ai tout le temps fait attention. J'avais plutôt une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire en matière de nutrition, en faisant quand même attention, alors sans être un ayatollah de la nutrition, mais voilà, je faisais attention. Et puis, sommeil, voilà, et puis physique, je travaillais beaucoup, c'est-à-dire beaucoup d'abdos, beaucoup de gainage, beaucoup de dorsaux, donc j'ai jamais eu mal au dos de ma vie. J'ai ressenti des fois des grosses fatigues en compétition avec le stress. Voilà, je me souviens d'un match sur Gionis au championnat d'Europe où j'ai fini complètement lessivé. Je pensais que je pourrais difficilement jouer le lendemain et en fait j'ai été dans les mains d'un super kiné et je me suis endormi sur la table de massage. Je me suis réveillé le lendemain matin comme si je n'avais pas joué la veille. Donc voilà, c'est le souvenir que j'ai, voilà, d'une grosse fatigue. Ok, donc si tu as 3 joueurs à citer au niveau impressionnant physiquement dans ta carrière, je vais des dire monstres physiques. Alors je vais dire Philou pour sa vitesse d'exécution. Ouais. Là pareil, je me souviens des premiers stages qu'on faisait à Metz à l'époque avec Jean-Mi et Philou il allait à une vitesse mais on se demandait comment c'était possible, aussi bien au niveau des pieds que du bras de réarmer aussi vite et tout. Alors ça fait un peu, je me la joue mais je suis obligé de me mettre dedans pour le travail physique. Voilà. Et puis je vais mettre Zoran Primorac, le joueur croate. En fait, on a préparé les Jeux de ciné ensemble. On était en stage à Vittel. Il était comme moi boulimique d'entraînement. Et en fait, c'était limite un concours entre celui qui fermait la salle le plus tard entre nous deux. C'est-à-dire on restait faire des servis, on restait faire des abdos, on restait, voilà. Et on n'arrêtait pas. Et donc voilà, ça a été... ouais, je pense que Zoran, ça a été un sacré monstre aussi. Il y a peut-être un lien entre ceux qui ont beaucoup travaillé physiquement et la longévité dans le tennis de table, parce qu'il a joué aussi assez longtemps. Ouais, après toute cette génération a joué relativement longtemps. On peut y voir une certaine forme de lien entre... c'est possible. Et donc, dans ta carrière, est-ce que tu te souviens d'un jour où tu étais au top physiquement, tu marchais sur l'eau, quoi? Ouais, il y a eu une compétition, un top 12 européen à Split en 99 où j'ai fait finale, mais surtout un match Levallois contre Montpellier en championnat de France par équipe à Levallois.
où, alors non seulement physiquement, mais aussi dans la raquette, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ma balle était tout le temps attirée sur la table adverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je pouvais rien louper. J'ai dû faire, il me semble, j'ai le match en vidéo, 3 ou 4 plongeons dans le match, je les ai tous rentrés. Je me souviens même d'un commentaire sur le banc à l'époque entre Cédric Cabestany et Jean-Philippe Gatien qui disait mais c'est incroyable à la vitesse à laquelle il bouge. Et là, un soir, voilà, où on se dit il peut rien nous arriver. Oui. Et en même temps, c'est un discours que je tiens souvent quand j'interviens auprès des jeunes, c'est de dire si vous vous attendez à bien jouer, vous perdez votre temps. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie. Voilà, là, je cite un exemple. Et 3 fois, je ne sais pas si j'ai joué 1000 matchs, 2000 matchs dans ma carrière, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait 3 pour 1000, c'est peu. Donc si on s'attend à ça, on perd son temps à l'entraînement. Le champion, c'est celui qui gagne sans avoir toutes les armes ce jour-là et qui est capable de passer outre en se disant ok, j'adapte mon jeu, aujourd'hui je joue pas bien coup droit, il faut que je joue comme ça pour m'en sortir. Et je pense pas que Federer il ait tout le temps envie de jouer, il joue tout le temps très bien, mais finalement il gagne très souvent. Et pour avoir joué 10 ans aux côtés de Philou, moi je sais qu'il y a des soirs où il avait moins envie de jouer, des soirs où il était fatigué, des soirs où il jouait pas bien, et finalement il gagnait beaucoup parce qu'il savait ne pas le montrer. Il savait faire attention, il savait comment faire en sorte de jouer autrement. Et donc c'est celui qui sait le mieux gérer finalement, qui est le champion, pas celui qui est toujours à fond. En fait. Exactement. Alors on se retrouve à la 4S Tour pour la suite de cette interview de Christophe. Donc on va essayer d'aborder la technique et la tactique. Donc déjà au niveau technique, à tes débuts, est-ce que tu avais des coups favoris? Est-ce que tu te souviens? Ah non, alors je me souviens pas, mais surtout je pense que j'avais pas de coup favori parce que j'étais tout simplement pas un bon joueur. J'étais même le moins doué du groupe et c'est vraiment à force de travail et notamment au service que je suis devenu un des bons, voire très bons serveurs au niveau international. D'accord. Donc tu m'as devancé, donc ce que tu as travaillé le plus dans ta carrière, ça va être le service? Ouais, je pense le service et le jeu de jambes, mais particulièrement le service parce qu'en fait, c'est la seule situation fermée du tennis de table. Oui. Donc, je pouvais m'entraîner seul. Je suis parti à 15 ans de chez moi pour aller en centre de haut niveau à Bordeaux, à 900 km de chez moi. J'étais originaire de la Côte d'Azur. Et un week-end sur 2, quand il n'y avait pas de match de championnat, je restais à Bordeaux. Et en fait, le samedi, en général, j'allais me balader dans la ville pour découvrir. Et le dimanche, en fait, j'avais rien à faire. Donc, j'allais faire des services tout seul toute l'après-midi. D'accord. Et donc, j'ai pris goût à ce travail-là personnel parce que j'ai réussi à imiter certains services de joueurs. J'ai vu que ça m'apportait vachement au niveau du jeu, c'est-à-dire que j'avais souvent des balles faciles derrière mon service et ça m'a fait progresser. Donc je suis rentré dans un cercle vertueux en fait au niveau du travail du service. Donc au niveau du service, tu faisais essentiellement le service lancé à l'époque. Est-ce que à l'entraînement, tu travailles d'autres services qui ne t'ont pas servi finalement? Ah ouais, j'ai un service que j'ai travaillé assez régulièrement, que j'ai jamais sorti en match, que je fais comme ça des fois en exhibe, voilà. En fait, souvent je faisais une demi-heure de service complètement où vraiment je cherchais des trucs, je tâtonnais, donc j'essayais vraiment dans tous les sens de tenir la raquette, voilà, de toucher la balle à différents endroits, et puis une demi-heure sinon en fin de séance surtout de service de ma gamme. Et la veille de chaque compétition, je refaisais toute ma gamme au service, c'est-à-dire environ, ça me prenait entre 45 minutes et 1 heure, 45 minutes. Je refaisais tous mes services et dès que j'estimais que je l'avais bien effectué, je passais au suivant. Et donc quand je l'effectuais pas bien, je pouvais en faire 10, 15, 20 de rang. Et des fois j'en faisais 2, 3, je le sentais bien, je passais à autre chose. D'accord. Et donc au niveau international, comme tu étais un bon serveur, est-ce que finalement le premier match contre un nouvel adversaire n'était pas plus facile que le deuxième parce qu'il s'était habitué à ton jeu? Alors, moi en fait j'ai la particularité de pas bien savoir servir coupé, voire pas du tout. Et donc les adversaires le savaient, donc j'étais obligé de jouer sur d'autres aspects, c'est-à-dire l'effet de surprise entre le service court et le service long, et surtout le placement de balle sur la table. Et donc j'ai à peu près exploré toutes les zones, et en fait même quand je rejouais un adversaire plusieurs fois, c'est vrai que souvent il savait jamais trop quoi penser, si j'allais beaucoup plus servir long et tout. En fait, où j'avais plus de difficultés, c'était sur mes partenaires d'entraînement qui eux me connaissaient parfaitement, et en fait là je les surprenais pas avec mes services longs qui étaient une de mes forces, et donc c'était plus galère à ce moment-là. D'accord. Au cours de ta carrière, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir à changer un geste de ta gamme parce qu'il était trop faible ou il fallait évoluer, et comment, si oui, comment tu y es arrivé?
Alors j'ai changé de coup droit, mais par la force des choses, c'est-à-dire que je me suis blessé à l'épaule en plongeant pour récupérer une balle au cours d'un match en décembre 97. Je me suis fait opérer de l'épaule en janvier 98, je suis resté out 6 mois en dehors des salles. Et j'avais tellement envie de reprendre que j'ai repris à mon avis trop tôt. J'ai développé une inflammation de la capsule, une capsulite, et j'ai dû changer de technique. Et donc avant j'avais un coup droit plutôt conforme et je me suis mis à jouer comme ça en coup droit avec beaucoup plus d'épaules, avec une prise de raquette beaucoup plus fermée, donc moins de sécurité. Je pouvais moins faire avancer la balle et à tel point que dans les salles, les Chinois, des fois, ils se regardent et ils se moquent de moi, de mon coup droit, tellement il est improbable. Et alors, j'ai essayé de faire évoluer mon jeu en revers, notamment en essayant de passer dessus, alors que j'ai appris à pousser la balle comme ça. Et j'ai surtout, tout au long de ma carrière, changé mes grippes de raquette, c'est-à-dire ma prise de raquette. Des fois un peu plus lâche, des fois un peu plus serré, des fois un peu plus coup droit, des fois un peu plus revers. Et ça a évolué avec mon jeu. Il faut combien de temps à peu près quand tu changes de prise? Ça doit bouleverser quand même pas mal ton jeu. Ça bouleverse beaucoup de choses à l'entraînement et surtout on se pose plein de questions et en fait on s'aperçoit qu'en match le naturel reprend le dessus en fait. D'accord. Donc c'est possible mais plus à l'entraînement qu'en compète finalement. Alors pour la prise de raquette oui, après pour un service ou un coup, moi je disais qu'il fallait en général 1 an entre commencer à le travailler en entraînement et le sortir en match. Et quand je dis le sortir en match, c'est le sortir à 8-8 à la balle, c'est pas le faire à 3-0 au premier set. C'est-à-dire, par exemple, moi il y a un truc que j'aimais bien faire, c'était le faux flip, c'est-à-dire faire semblant de flipper et flipper doucement et que la balle fasse 2 rebonds sur la table. J'ai commencé à le faire à l'entraînement en regardant les autres, j'ai essayé de le faire au panier, après j'ai essayé de le faire à l'entraînement lors des exercices, après j'ai essayé de le sortir en match dans les premiers sets et puis à des moments importants, puis après dans des moments cruciaux, quoi. D'accord. Est-ce que quand tu étais au top mondial, à ton top niveau, est-ce qu'il y avait des coups dans ton jeu qui étaient hyper faibles? C'est-à-dire que tu maîtrisais pas? Ouais, le bloc du revers. Non, mais oui, le bloc du revers. D'ailleurs, ça a été souvent un point pas de désaccord avec mes entraîneurs, mais c'est-à-dire que moi j'étais sûr qu'il fallait que je progresse en revers, et notamment en bloc du revers. Et en fait, les entraîneurs me disaient, mais Chris, quand tu joues bien, tu bloques jamais du revers en match. C'est-à-dire, soit tu contre-top, soit tu touches pas la balle en revers tellement tu vas vite sur les jambes. Et donc, il me disait, c'est pas la peine de passer trop de temps là-dessus, parce que le temps que tu vas y passer, ça va pas. Enfin, tu vas peut-être passer ce laps de temps-là pour un apport de ça, en fait. D'accord. Donc, il restait encore des coups finalement où tu étais assez faible. Je m'étouffe en parlant de mon bloc du revers, pardon. Et sinon, pareil que pour les services, est-ce que tu t'entraînais sur des coups techniques que tu n'utilisais pas en match mais qui t'apportaient peut-être autre chose? Je pense à la défense par exemple. Est-ce qu'il t'arrivait de défendre pendant une séance? De défendre quelques points. Ce qu'on faisait souvent, à l'époque je jouais en double avec Patrick Chila quand j'étais au plus fort de ma carrière. Et on arrivait tout le temps la veille sur les tournois, sur les Pro Tours, et en général on finissait toujours notre entraînement par un match d'attaque-défense pour sentir la balle, pour se détendre un peu, pour avoir plus de sensations. Mais sinon à l'entraînement jamais, j'ai jamais fait une séance entière de défense. Ok. Comme pour les autres aspects, si tu avais 3 joueurs à retenir au niveau technique, au niveau facilité technique. Alors forcément Wallner, je pense pour tout le monde, parce que c'est le seul joueur où même quand on était dans les meilleurs mondiaux, on allait voir ses matchs parce qu'on savait qu'on pouvait voir un truc improbable. Nouveau, pour moi, c'est Wallner égale Federer égale Michael Jordan. Voilà, il y en a un par décennie et encore dans chaque sport. Et lui, c'était le tennis de table à lui tout seul. Après, au niveau technique, je dirais pas un Chinois en particulier, ou alors je dirais peut-être Kong Linghui ou maintenant Malong. Parce qu'ils savent tout faire, on a l'impression que tout est facile, tout est fluide, tout est rapide, ils maîtrisent tous les coups, donc comme j'avais pas beaucoup parlé des Chinois, donc voilà. Et puis comme autre joueur au niveau technique, je vais citer Roscoff, alors juste pour son revers, mais parce que j'adorais ce joueur, je m'entends très bien avec lui, et c'est vrai qu'il avait un revers vraiment incroyable, donc voilà. Et toi, donc, au niveau sensation, tu as souvenir d'une compétition où tu étais au top au niveau de tes sensations? Alors, tu nous as parlé de ce match contre Montpellier
au niveau physique, est-ce qu'au niveau de sensation, il t'a un souvenir particulier? En fait, sans doute la qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin, c'était à Nantes, en avril 2008. J'étais dans une situation un peu particulière, mon père était très malade, je savais qu'il serait sans doute pas au jeu et j'avais envie de me qualifier aussi parce que voilà. C'est une compétition qui se joue sur 5 jours, les 2 premiers jours de qualif, je m'en étais sorti et après on peut se qualifier pour les Jeux à chaque fin de journée. Il faut aller en finale de son tableau. Premier jour, je me qualifie pas, je perds 11-9 à la belle. Deuxième jour, je perds le premier jour sur Gardos, 11-9 à la belle. Deuxième jour sur Gionis. 4-2 et donc il reste une seule chance de se qualifier le dernier jour et je dors, je me réveille le matin, j'arrive au petit-déj et les entraîneurs me disent ça va, t'as bien dormi? Et normalement on dit oui et on s'étend pas et en fait je dis franchement ouais super, je me sens super bien, je sais pas si je vais me qualifier mais en tout cas je me sens super bien, super détendu. Je me souviens avoir dit ça à l'hôtel à Nantes voilà. Et je joue au premier tour de ce tableau, du dernier tableau qualificatif, Kenat, un joueur allemand qui joue maintenant pour la Slovaquie, qui joue très bien sur gaucher, que j'aimais pas jouer. Je suis mené 3-7-1 et je vais au coaching, c'était Michel Blondel qui me coachait à l'époque et je lui dis ça m'énerve parce que j'ai l'impression que si je joue un peu mieux en vert, je peux gagner. Et je me mets à mieux jouer en vert, on l'avait travaillé la veille, on était revenu faire du panier à l'entraînement et tout. Et encore une fois pour se rassurer dans le travail, et en fait je me qualifie, je gagne ce match-là. Et je me souviens avoir été hyper lucide pendant le match. Derrière, je fais un match de dingue sur Corbel, en étant tout près de perdre. Et derrière, je sauve une balle de match sur Kuzmin. Là, c'était vraiment le dernier match qualificatif. Je sauve ma balle de match sur un ace, donc le travail du service revient. Et surtout, je me souviens d'un point à 3 à la belle, à 3 partout, 8-5 pour moi. C'est lui qui sert, il servait du revers. Je me souviens me dire je vais remettre court, il va flipper et celle-là c'est sans doute la balle la plus importante de ta vie, celle-là faut que tu l'arraches en revers, faut que tu mettes le plus d'effet possible et c'est un truc aussi que j'avais travaillé en entraînement que je savais qu'il était important et au moment où il a flippé et que j'ai arraché la balle du revers et qu'il a bloqué dehors, il n'y avait que 9-5 mais pour moi j'étais qualifié et c'est sans doute la balle dans ma carrière qui m'a donné le plus de frissons alors que c'est une balle que j'ai jouée des millions de fois mais vraiment celle-là j'étais tellement content d'avoir vécu la balle aussi importante avant dans ma tête et qu'elle se soit passée comme ça et ouais vraiment et j'ai une photo justement qui illustre cette balle là juste après le point où je crie D'accord. Alors maintenant je te propose d'aborder le sujet de la tactique qui est quand même à haut niveau je pense quelque chose de super important. Donc déjà quand tu as démarré le tennis de table, est-ce que tu as été sensibilisé à ça? Ou est-ce que tu jouais au feeling pendant un certain moment? Alors j'ai forcément joué au feeling au début parce que j'avais pas d'entraîneur. D'accord. L'entraîneur c'était mon père et il avait jamais joué au ping. Donc en fait, ce qui est rigolo c'est que moi j'ai commencé le ping sur un bateau de croisière avec ma mère. Et dans la ville où on habitait, il n'y avait pas de club et mes parents ont créé un club pour que je puisse commencer à jouer. Et le premier entraînement, on était une dizaine autour d'une table, on a fait une tournante, il n'y avait pas de filet et ça a commencé comme ça. D'accord. Après, au niveau tactique, j'ai eu la chance d'avoir rapidement l'ancien DTN de la fédération qui est venu passer sa retraite sur la Côte d'Azur et qui est devenu mon premier entraîneur et c'est lui qui m'a donné l'amour du service. Donc le service revient beaucoup au fil de ma carrière, mais voilà, ça a joué. Et puis après, j'ai un entraîneur qui a été complètement dévoué pour moi, qui avait un magasin de sport et de tennis de table sur la Côte d'Azur qui s'appelait Jean-Louis Pellingelli. Et qui prenait de son temps entre midi et 2 sur son temps de famille pour venir m'entraîner et tout. Je pense qu'il avait vu que j'étais pas le plus doué, mais que j'aimais tellement ça, que j'avais tellement ça au fond des yeux, que voilà. Et puis c'est lui qui a commencé à me parler vraiment de tactique, de la façon dont il faudrait jouer sur certains types de jeux. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on apprend plus par soi-même à force de faire des matchs en compétition, ou que c'est finalement les discours du coach qui forge la tactique, l'esprit tactique? Je pense que c'est plus le coach parce que quand on est jeune, en fait, aujourd'hui, les clubs se sont tous professionnalisés, donc il y a souvent quand même un coach compétent dans chaque club. Même si c'est pas encore vrai partout, mais en tout cas dans les grands clubs. Et donc, quand on est gamin, je pense que c'est assez abstrait la tactique finalement. Et puis la tactique, on est capable de la tenir pendant 3-4 points, juste après le retour du coaching, mais on l'oublie vite, on a envie de jouer un peu comme on aime, on a souvent le naturel qui reprend le dessus. Et je pense que c'est bien tard en fait finalement où on est capable de s'astreindre à une certaine tactique, mais on se rend compte que les Français finalement,
ont toujours privilégié, et ça je pense que ça vient des exemples qu'on a eu avant de gens qui gagnent, comme Jean-Philippe Gatien ou aujourd'hui Emmanuel Le Besson qui a été champion d'Europe, c'est qu'on a toujours plutôt essayé d'imposer notre jeu que de jouer contre nature pour essayer de faire déjouer l'autre. Et moi, pour avoir joué avec Peter Carlsson à Levallois, pour avoir joué avec Lundqvist et Jon Persson à Angers, je peux vous dire qu'eux, ils apprennent différemment. C'est-à-dire qu'ils savent aussi faire déjouer l'adversaire. Et nous, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout. C'est-à-dire qu'eux, ils sont capables de dire... je me rappelle d'un match justement de Lundqvist qui avait joué Cabestany et qui disait, en Pro Tour et qui disait si j'arrive pas à imposer mon jeu, je sais que je vais pouvoir jouer doucement dans son verre, il sera pas capable d'accélérer. Il y a un jeu de rechange un petit peu. Et voilà, mais oui, mais nous on a aussi un plan B. Mais le plan B, c'est aussi sur notre façon de jouer, c'est-à-dire on va servir comme ça marche pas, on va servir autrement, ou on va top-spinner un peu plus en ligne. Mais c'est jamais en disant on va utiliser la faiblesse adverse. Jamais. En France, ça on n'apprend pas. Et ça, c'est quelque chose que les Suédois notamment apprennent beaucoup. Donc ils ont peut-être un jeu un peu plus complet finalement. Ils ont surtout ils ont surtout beaucoup plus de fond de jeu. Nous, à un moment, à l'époque, Christian Martin était entraîneur à l'INSEP et on s'était fait la remarque en disant on a trop de problèmes quand on n'arrive pas à imposer notre jeu. Et notamment sur les meilleurs Chinois, on était vice-champion du monde, donc on était très bon, mais on savait que si on voulait passer un cap supplémentaire, c'était ça. Et le fond de jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de laisser jouer l'adversaire en remettant long sans prendre de risques, en contrôlant la balle, en laissant jouer l'adversaire. Et donc on a fait beaucoup d'exercices. À l'époque, on était Philou, Patrick, Damien et moi, on était 4 dans les 20 meilleurs joueurs mondiaux, et on s'est remis à l'entraînement à faire une balle à gauche, une balle à droite, en contrôle, comme ça, comme des gamins. Et alors ça a été hyper fastidieux, franchement au début ça nous saoulait sévèrement. Et en fait on s'est rendu compte que ça nous avait vachement apporté en jeu de contrôle, en contre-top, en contre-initiative. Et on avait vraiment progressé. Et donc moi j'ai trouvé que à l'époque le premier jeune qui est vraiment devenu fort avec ce système-là, c'est Christophe Bertin, qui a été dans les et je crois qu'il a été 110 mondial ou 112 mondial. Il avait vraiment un fond de jeu. Et sinon, les Français, on était tous à toujours imposer notre jeu. Et là, je trouve qu'on est un peu revenu là-dedans. Et c'est vrai que c'est des exercices fastidieux. C'est vrai que c'est pas grave de jouer plus doucement et tout. Mais quand vous jouez avec des jeunes Allemands, et même des très forts, ils commencent l'entraînement vraiment doucement. Leur objectif, c'est de mettre la balle sur la table une fois de plus que l'autre tout le temps. Il y a cette discipline d'entraînement qui est on tente pas, on met la balle sur la table. Le plus important, c'est d'être régulier. Je me suis fait la remarque, moi, sur un jeune Allemand avec qui je m'étais échauffé au Pro Tour d'Espagne. J'avais dit à la fin de l'entraînement, oui, on a fait 3 sets, je l'ai martyrisé, mais je suis sûr que ce gamin, il va être fort parce qu'une fois qu'il va prendre un peu de puissance, que sa balle va un peu plus tourner. Et aujourd'hui, là, depuis cette année, je regarde ses résultats et il fait des super résultats parce que, en fait, il a pris de la bouteille et puis il a pris de la puissance et il est capable de jouer plus fort tout en étant encore régulier. Quels ont été le rôle de tes coachs dans ta carrière en compétition? Si tu n'avais pas eu de coach, qu'est-ce qui serait passé? C'est difficile à dire. C'est surtout quelqu'un qui nous met en confiance, quelqu'un qui nous connaît très bien. Moi, je trouve que c'était surtout important dans l'approche du match. C'est-à-dire que le coach me connaissait très bien, il savait comment j'aimais me préparer. Je lui disais par exemple, j'ai besoin de 40 minutes en tout, je vais prendre 25 minutes pour moi et après on se voit un quart d'heure et on parle du match et tout. Souvent on en parlait la veille également. Mais je pense que c'est important, enfin pour moi c'était important que le coach me connaisse parfaitement comment j'aimais me préparer, comment j'aimais m'échauffer et tout ça. Et puis après il y a cet échange qu'on a qui est très court mais qu'on a relativement souvent entre chaque set finalement, où là moi j'aimais bien que ça soit vraiment une discussion, c'est-à-dire pouvoir dire ce que je ressentais et accepter ce que le coach me disait, mais j'ai jamais aimé que le coach me dise il faut faire ça parce que j'adhérais pas à ce discours-là. Après, il y a des joueurs qui ont besoin d'être dirigés, il y en a d'autres qui ont besoin d'être un peu plus dans l'échange. Moi, c'était plus ce cas-là. Est-ce que tu as des souvenirs de coaching qui t'ont fait basculer un match? Dans le mauvais sens, oui. Non, dans le mauvais sens, oui. Non, en fait, j'en ai un. Plus dans le mauvais sens. Non, mais parce que j'en ai un terrible où, en fait, mais en plus, c'est même pas, c'est pas de la faute du coach. C'était la qualif olympique pour les Jeux d'Athènes. À un match de me qualifier, je menais 10-3 à la belle sur un Yang Min, le chinois italien. Et le coach, qui était à l'époque Patrick Birocho, a pris le time-out à 10-6. Et moi, je l'aurais pas pris à 10-6, je l'aurais pris à 17. Je pense qu'on a paniqué tous les deux. Il m'a demandé de faire un certain truc. J'étais pas en confiance à ce moment-là. Et donc, je l'ai écouté alors que finalement, j'aurais dû m'écouter moi.
Et voilà. Et après le match, je m'en suis voulu, mais je n'en ai pas voulu à lui. Alors si sur le coup, bien sûr, mais après le match, je me suis dit, mais c'est toi qui joues. Et c'est moi le conseil que je donne en général aux jeunes, c'est de dire, c'est vous qui tenez la raquette, c'est vous qui jouez. Si le coach il vous dit de faire ça, mais que vous le sentez pas, si vous le faites avec conviction, ce que vous faites, même si c'est pas ce que le coach vous a dit, après vous pourrez toujours dire, mais franchement, là je le sentais pas. Tu m'as demandé de servir long, mais j'avais l'impression que j'allais le sortir. Ou voilà. Donc il vaut mieux faire ce qu'on sent avec conviction plutôt que se dire, bon bah allez, le coach il m'a demandé de faire ça, j'y vais. Voilà. Sauf, moi ça m'est arrivé par contre d'être vraiment pas en confiance et d'aller voir le coach en disant, je sais pas comment servir. Et là c'est important que le coach montre, même s'il y croit qu'à moitié, mais l'assurance en disant, ah vraiment le court lifté dans le coup droit, là à ce moment-là c'est le bon service que tu as à faire. Voilà. Tu préférais un coach hyper calme, zen, ou un coach qui te pousse? Ah non, un coach qui me pousse. Un coach qui me pousse. Ah ouais. Moi, j'ai un souvenir. C'était pas un coach, mais c'était un joueur qui était un peu plus vieux que moi, mais de Côte d'Azur, qui était mieux classé que moi. Il disait pas un mot. Il gagnait les points, il disait rien. Il perdait les points, il disait rien. Mais je supportais pas de jouer contre lui. Il s'appelle Gillo Dibert. Je m'en souviens encore. Je l'ai perdu un paquet de fois en tournoi. Et en fait, ouais, c'était. Et j'ai jamais aimé ce genre de joueur qui dit pas un mot. Et c'est pour ça que j'adorais jouer avec Michel Martinez en double, parce que on était comme des fous dans l'air de jeu. Et ouais, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu penserais d'un tennis de table sans coach à tout moment? Parce qu'en fait, on peut dire qu'un coach, finalement, ça enlève de l'intérêt au sport, ou c'est plus trop un jeu d'échecs si on peut s'appuyer sur un coach derrière. Ouais, ou alors on peut se dire aussi que ça en rajoute. Au tennis, voilà, les garçons ne sont pas coachés, les filles ont le droit maintenant. On peut dire un joueur qui serait mauvais tactiquement, il peut s'en sortir avec l'appui d'un coach, alors s'il n'y avait personne. Oui, c'est vrai. Alors, moi je trouve que quand on est jeune, c'est important d'être coaché parce que c'est très difficile d'être dans l'air de jeu tout seul. Je le vois moi avec mes gamins qui jouent au tennis, c'est quelque chose qui est difficile. Au moins, simplement d'être accompagné, soutenu, de pouvoir dire pleure pas, c'est pas grave, voilà. Après, à haut niveau, moi ça me choquerait pas qu'il n'y ait pas de... En fait, que le coaching se fasse en amont du match et qu'après, pendant le match, on soit tout seul, ça me choquerait pas. Comme au tennis. Comme au tennis, ça me choquerait pas. Et tu sais que l'année prochaine, la réglementation va aller à l'encontre de ça, avec l'importance des coachs qui pourront intervenir pendant les sets. Et quel est ton avis là-dessus? Je pense que ça va pas changer grand-chose parce que enfin en tout cas l'ancienne génération de coachs est tellement habituée à fonctionner, à parler que finalement entre les sets et à dire quand même quelques trucs, mais de toute façon le coach il va pas dire à tous les points serre coupé, serre long, parce que le joueur il pourra pas le faire et puis il va s'énerver aussi. Donc chez les gamins ça sera peut-être la foire, et je suis pas sûr que justement ça les aide, et donc à mon avis il y aura peut-être un retour en arrière dans quelques années, et même peut-être rapidement en disant en fait on s'aperçoit que c'est peut-être pas la bonne solution. Moi, je serais pour pouvoir coacher dans les catégories jeunes jusqu'en junior peut-être, et puis en senior, par contre, dire les matchs, ils se préparent en amont du match finalement, et après, les joueurs sont dans l'air de jeu. Ils ont été formés pendant leur jeune année d'âge. Aujourd'hui, ils jouent tout seuls. D'accord. Question rituelle, 3 joueurs qui sont particulièrement malins que tu as vu au cours de ta carrière. Patrick Chila, je dirais. Ouais. Alors, malin, il faut pas le prendre parce que dans le côté malin, il y a le côté un peu péjoratif, un peu. Mais intelligence. Oui. Non, alors, en fait, son intelligence à Patrick, c'était en fait, il donnait jamais la même balle à l'adversaire. Des fois, il faisait presque exprès de perdre un point avec son revers au début à l'échauffement pour que le joueur pense qu'il n'est pas un bon revers et tout ça. Il pivotait beaucoup en début de match, alors que finalement, c'est pas ce qu'il faisait au début du match, mais voilà, pour montrer qu'il avait un bon coup droit aussi. Je dirais les Suédois, vraiment tous les Suédois qui ont cette capacité à faire déjouer, à jouer contre nature à certains moments du match et tout ça. Et après, un autre joueur malin. Allez, j'ai envie de me mettre dedans. Alors, pourtant, je suis pas un fin tacticien. Non, mais parce que moi, j'estime que une de mes principales qualités, ça a été de pas laisser échapper des points qui étaient bien engagés pour moi. C'est-à-dire que je pense qu'au cours de ma carrière, peut-être que 90% des points qui étaient engagés pour moi, je les ai gagnés. Et ça fait partie un peu de mon ADN, c'est-à-dire cette discipline d'entraînement et discipline aussi de jeu, où de me dire non,
j'aimais tenter des trucs, mais quand le point était engagé pour moi, je supportais pas de le perdre en fait. Donc ça fait partie un peu, pour moi, c'est une intelligence de jeu aussi. C'était très rigoureux, quoi. Alors, pas tout le temps, mais rigoureux surtout quand le point, encore une fois, quand le point était parti pour moi, je me disais celui-là, j'ai pas le droit de le laisser échapper, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'un match où tu étais présumé beaucoup plus faible que l'adversaire et en trouvant son point faible, tu as réussi à gagner? On y revient après. Ouais. Je vais trouver. Mais c'était la dernière. Ah, c'est la dernière question. Alors non, bah, je trouve alors. Je trouve, c'est pour le bêtisier, ça, c'est pour le bêtisier. Un match où Ou un mec qui a vraiment un gros point faible, quoi. Ouais. Ah bah peut-être si j'ai joué Gionis, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était par rapport au match où j'étais sorti très fatigué et tout, et je pensais pas pouvoir jouer le lendemain. Je jouais pas très bien sur défense et en fait j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai réussi à jouer avec mes armes en me disant ben, en fait j'ai pas le coup gagnant que je peux faire. Par contre mon coup gagnant finalement c'est d'être régulier et d'essayer de l'avoir à l'usure. Ouais, voilà, c'est peut-être ça le match un peu référence de ce côté-là. D'accord. Peut-être parce qu'il n'y a pas de point faible en face aussi. Ouais, peut-être parce que justement, effectivement, il y a pas de point faible et que ben, je m'étais dit que peut-être son point faible, c'était pas le physique, mais en tout cas de tenir longtemps et d'essayer d'être finalement plus régulier que le défenseur. D'accord. Ok, ben merci beaucoup. De rien, avec plaisir.